Cette émission vous est présentée grâce à la magnifique participation de Carotte et Tot. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui aplatit le fond des culs de poule. Bonjour à tous, bonsoir, ou en fait, comme vous voulez. Hello. Je suis ravi de vous recevoir pour cet épisode qui est notre premier épisode, enfin, sponsorisé, on va dire, grâce au Tipeee que nous vous encourageons S'il vous à plaît, c'est aller pour les enfants. remplir dès que, si vous n'êtes pas touché par nos remarques S'il vous plaît, racistes et honteuses. J'ai perdu les champs. Cette personne peu fréquentable, c'est le docteur Tizak, bonjour, qui n'a rien à envier à Mengele. Bon. Bonsoir, monsieur Puis Dain. vu le rouge qui nous a amené, ouais, je suis d'accord avec toi. Ah non, c'est pas moi qui l'ai amené celui-là. Il traînait dans mon placard. Il traînait dans le Ah, placard. T'as confondu en fait, c'est pas du vin rouge, c'est du Allez gars, vinaigre. c'est bon, on a refait les niveaux. Tu parlais des micros Voilà. Non, la Et bouteille. la personne qui se plaint comme à son habitude, c'est Thio. Bonsoir. Une émission sous le signe du classique. Nous allons commencer avec un petit online sous le signe du crowdfunding, un Sous peu le léger. signe. Oui. Puis nous vous parlerons de Cette machine tue les fascistes, Planète Gaspard, Morgane, Ta fille Igaï, les tomes 1 et 2, On cite pas de nom. HSE, le tome 3 qui finit le cycle, American Vampire, tome 7 et 8 qui apparemment ont un peu relancé les trucs, mais je l'ai pas lu, donc j'en sais rien. Ensuite, Pierrick. un express où nous vous parlerons de manga et de franco-belge jeunesse. Je pense qu'on a un programme suffisamment varié Oui. et que on va pouvoir démarrer de suite. United Colors. Tu penses qu'il faudra attendre quelle saison du One Eye Club pour que j'ai enfin un jingle à moi pour le crowdfunding, quoi? Eh bien, vous savez quoi, braves gens, moi je vous incite à nous donner des idées de jingle pour la Ah non, mais chronique c'est- crowdfunding de Mathieu. C'est une question de financement. Tu te rends pas compte combien ça coûte de faire un jingle? J'aimerais bien Pink Floyd, c'est Money. Money ouais, c'est pas mal. Tu sais, avec la caisse enregistreuse, tu vois. Ouais, là. c'est pas mal ça. Pas mal. Bon Peut-être alors, qu'on n'aura pas de les quoi tu droits. nous parles Sinon, on peut faire un vieux jingle. Ah non, mais si on a un succès terrible au Tipeee, on peut s'offrir les droits des Pink Floyd. On va s'offrir les Pink Floyd. Ouais, il nous Ils le sont fera. tous vivants encore? Tu voulais nous parler de trucs online. Alors donc, je vous parle donc, forcément de moyens encore de dépenser votre argent, mis à part dans notre formidable Tipeee. En fait, on avec devrait arrêter cette rubrique et nous faire de la concurrence. En fait, on devrait demander des financements au site auquel on fait de la pub. Là. Bref, bon, vas-y, Mathieu. Alors bref, je vais commencer par donc quelque chose qui n'est pas de la bande dessinée selon El Dictator. Et comme la bande dessinée est constituée, comme son nom l'indique, de dessins, finalement, c'est raccord. Oui, mais il n'y a pas de bande. Poursuis. Ça Sans ouvre commentaire. un débat beaucoup trop large. Donc chez Ulule, la grande histoire d'un petit trait. Alors c'est classé en BD insolite enfant animation. En fait, il propose la création d'un compte interactif où on pourra dessiner sur notre tablette. Ce sera disponible chez iOS et chez Android. J'ai trouvé ça joli. L'idée est sympa de pouvoir, en fait, en suivant une histoire, dessiner des trucs dessus qui vont venir interagir avec le personnage de l'histoire. L'idée est fun, drôle. Je me dis que ça peut être un truc très sympathique. Ça permet de financer aussi un film d'animation. Ça permettra aussi de financer, donc, au-delà de l'application, un film d'animation, un livre, et voilà. En fait, c'est tous les bonus, entre guillemets, qu'on peut obtenir autour qui sortent, entre guillemets, un petit peu de l'ordinaire et qui sont très variés. Ouais, parce qu'en fait, tu peux avoir entre... Attends, je te dirais, je suis entre 20 et cher. Plus de 5000 € si vous avez envie. Vous pouvez avoir des dessins, des cartes postales, l'application en avant-première, l'histoire dans l'application, des portraits faits, des dessins, enfin plein de choses. Voilà. Vraiment quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, ils ne sont pas encore du tout arrivés au bout du financement et ils en sont encore assez loin. Donc ça peut être un petit truc sympa à faire. Ok.
Ensuite, je vais vous parler d'un crowdfunding chez Sandoway, les longues lames. Alors, pour faire un petit pitch rapide, c'est des aventuriers d'horizons assez différents, épéistes dans l'âme, hein, donc d'où le nom de longue lame. C'est une troupe qui se taille une bonne petite réputation à coups d'épée. En fait, on va suivre leurs aventures, plus ou moins routinières, certes, ou en tout cas aventures. Le graphisme a l'air, je l'ai trouvé assez sympathique. Ouais, ça a l'air bien cool. Moi, j'aime bien. Ce que j'ai vu, c'est... Au niveau des croquis, tous les personnages, certains ont des masques, mais enfin, tout passe bien. Ouais, semi-réaliste, un peu dynamique. Ça a l'air bien foutu. Bien colorisé. Ça peut être sympa. C'est pour 20 €. Vous avez donc un exemplaire de la première édition avec un dossier sur les jeunes terres. Je suppose un endroit de l'histoire. Et enfin, on est obligé, quand on parle de crowdfunding, de Parler parler aussi de, de ceux qui n'ont pas besoin de pub. on est obligé de parler de Maliki parce que quelque part, ça y est, on est un cultiste. Donc Maliki qui est chez Ulule pour essayer donc d'éditer une bande dessinée donc sur son blog. Alors, quand j'ai regardé hier soir, on était déjà à peu près bien. Et là, en fait, on est très très bien. Ouais, hier, il a laissé un petit message comme quoi « Ouais les gars, merci, on est déjà à 150%, bientôt les 200 ». Et on a discuté ce soir, et Pierrick m'a dit « C'est bon, les 300 sont dépassés Non, pas encore. ». 274. Pardon, c'est 250 qui sont dépassés. Voilà. Donc bref, voilà, donc le blog de Maliki en livre. si Vous vous voulez voulez faire faire suite partie de son Tipeee qui cartonne aussi. si vous voulez faire partie de l'aventure Maliki, vous aussi, allez-y. Vous pouvez avoir donc pour 20 € donc la bande dessinée classique en version standard, ou pour 30 € la version luxe. Qui est assez rigolote. Et c'est bourré de bonus. Alors des planches de stickers, des cartes postales. Alors c'est vrai que par contre, le cellulo, ça a l'air très joli. Un dessin en format A5 transparent qu'on peut coller à peu près partout. Ça peut être sympa. Bah, disons que j'ai l'impression que ça prend un peu le chemin de la campagne de Comme Laurel, convenu. de Comme convenu de Laurel, sauf que le Tipeee a pu permettre à Maliki de se rendre compte que peut-être qu'il faut que je prévoie des trucs parce que ça risque de cartonner, et a raison. Et puis en plus, comme je disais, j'ai jamais vraiment lu, sauf 2-3 trucs sur son blog que j'ai trouvé sympa à l'occasion, que je trouve plutôt joli et rigolo. Là, j'ai lu son truc sur son chat des enfers qui revient. C'est un chat qui vient sur Terre que pour tuer les innocents et affaiblir les enfants. Mais c'est un chat tout mignon, alors c'est dur. Voilà. Bref. Et donc voilà. Donc j'ai terminé en tout cas le crowdfunding, des moyens de vous soutirer des sous. Maintenant, on va passer à vraiment l'essence même du One Eye Club. Car nous allons vous parler de cette machine tue les fascistes. Camarades! Vas-y Sergueï. De Peko, Maverick, Damien et Scarlett à la couleur. Donc, qui nous raconte l'histoire d'un La couverture est rouge! tank? Oui, c'est l'histoire d'un tank, oui. C'est l'histoire d'un tank qui est construit un peu sur le côté flashback, parce qu'on commence, on voit ce tank au milieu du désert afghan, et c'est un tank russe. On se demande bien sûr comment ce tank a pu arriver jusque-là. C'est quel modèle au fait? Alors franchement, là tu me poses des questions techniques dont je me suis totalement foutu tout au long de la lecture, car c'est pas vraiment mon trip, la mécanique. Oh merde. C'est peut-être écrit derrière, c'est un Joseph Staline 2, C'est ça. IS-2. Voilà. C'est un IS-2. Joseph Staline. Voilà. Il avait été baptisé par son constructeur Cette machine tue les fascistes, et on va suivre un petit peu toute la vie de ce tank vis-à-vis de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, et comment est-ce qu'il va croiser différents personnages, comment il va se retrouver jusqu'à Cuba. Voilà. Quand le tank se retrouve à Le Cuba. tank, c'est nager. Oui, non, mais Il a été confondu avec une tortue d'ailleurs. Et aussi, son créateur qui le considère un petit peu comme son enfant, et une façon de se venger de choses terribles qui lui sont arrivées. Voilà. C'est une intrigue qui a une construction super intéressante, je trouve, même si j'ai pas forcément totalement accroché à la narration. Peut-être parce que j'ai pas accroché à ces dessins un peu réalistes qui sont jolis, hein, qui sont bien, mais comme je disais, je m'intéresse pas forcément énormément à la mécanique. Ça reste quand même très bien foutu, très bien écrit, et si vous vous intéressez à ce côté de l'histoire, je pense que c'est fait pour vous. Maintenant, on va peut-être demander son avis à quelqu'un qui est un peu plus historien dans l'âme. Non, du tout. Alors arrête avec ça, parce que je veux dire, un jour, on va me demander mes références, et non, Oui. j'en ai pas. Mais si, tu as un Capes en pastis. En Call of Duty, ouais, à la En rigueur. Call of aussi.
Alors, clairement, le tank est un prétexte. C'est, comme on disait tout à l'heure, on en parlait un petit peu avant, ça aurait pu être un flingue, un fusil, un bateau, finalement n'importe quoi, un truc assez anodin, mais de la guerre, et on aurait pu avoir la même histoire. J'ai trouvé ça intéressant dans l'idée au départ. Par contre, j'ai un peu moins collé à un aspect qui était, j'ai trouvé un peu décousu au niveau de la narration. Des passages, on va dire, où on n'a pas. Alors c'est vrai que le but, c'est pas non plus qu'ils nous suivent le tank à Minute par minute. minute par minute. Et là, il était à tel endroit, et là, il était à l'autre endroit. Puis il allait pour aller là, il passait par là. Mais c'est vrai que c'était un peu. Je trouve que dans la narration, dans cet écoulement de temps, il y a une. Alors, je vais faire. C'est un mauvais jeu de mots, mais il manque un peu un fil rouge. Tu m'as piqué. Bah, je sais, mais bon, elle était trop bonne. Non, mais je te l'ai sorti tout à l'heure, c'est moche. Voilà. Ok. Ti J'ai un peu la même sensation que Mathieu, c'est-à-dire que les deux premières histoires, on va dire, montent en puissance. Alors à la fin de la Toi, première, t'as du vraiment coup, eu l'impression que c'était plusieurs histoires, en fait. en fait, c'est le fil rouge, ça reste le tank. On retrouve son concepteur qui en est aussi du coup le mécano le plus précis, le plus pointu. Mais il manque d'histoire finalement. C'est-à-dire que si on résume le bouquin, à l'arrivée, on a Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine en haut de l'arbre, Martine pendant la guerre de Cuba, Martine pendant la guerre en Afghanistan, Martine en Afrique, et voilà. Bref, c'est pas Martine, c'est le tank, mais finalement, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'autant les deux premières histoires commencent à raconter quelque chose, et puis, boum, on a un petit saut spatio-temporel et on se retrouve ailleurs. Autant la suite, je trouve que ça fait vraiment ça, c'est-à-dire que le tank s'est retrouvé à Cuba, le tank s'est retrouvé en Afrique, le tank s'est retrouvé là, et la fin est un peu sympa quand on se retrouve en Afghanistan. Maintenant, finalement, une fois qu'on a fini de lire le bouquin, de quoi ça parle ? Et ben moi, je pense Moi, que c'est ça ce qui m'a gêné. parle d'une chose très simple, c'est que quelle que soit l'arme qu'on fabrique, quelle que soit la raison pour laquelle on fabrique une arme, quelle que soit l'idéologie pour laquelle on la fabrique, à un moment donné, cette arme sera détournée de son objectif. Et c'est ce qu'on nous montre au final, petit à petit. C'est que c'est une machine de guerre qui a été créée pour tuer les fascistes, c'est écrit tout du long dessus, pour à la fin être détournée. De toute façon, ce n'est qu'une arme de guerre, elle ne servira qu'à ça, quels que soient les bons sentiments, la noblesse de notre vengeance, etc., qu'on veut mettre dedans. Et voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant dans le discours. Ouais. Non, mais à part ça, l'idée, comme Mathieu, j'ai trouvé l'idée intéressante. Prendre un objet vraiment basique, bourrin, et nous permettre de traverser un petit peu différentes époques, je trouve le concept intéressant. Mais finalement, je trouve que le concept aurait été intéressant si ça avait été mené sur plusieurs tomes, avec pour chaque tome, du coup, l'étude d'une guerre en particulier ou d'une histoire en particulier. Ça aurait pu avoir un intérêt au niveau de la narration dans chacun des bouquins. C'est bien d'avoir synthétisé aussi, je pense. Mais oui, mais là, du coup, c'est pas synthétisé, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. En tout cas, ça reste que mon avis. Je te trouve dur quand même. Merci, Mathieu. Ouais. Ta femme aussi dit pareil. Pardon, merde, t'en es enregistré. Donc, non, là je te trouve dur parce que en plusieurs tomes, ce serait, à mon avis, pas du tout passé et sur de toute façon, ce serait jamais eu de parution possible. Mais ouais, je trouve qu'il aurait fallu un petit liant entre chaque. Alors peut-être que je l'ai pas trouvé, hein, mais. Le liant, c'est un peu son concepteur qui arrive à rester en vie aussi longtemps. Oui, ouais, mais c'est ça. Vite fait, au niveau du dessin, vous auriez quelque chose à dire? Non, c'est suffisamment dynamique, un peu classique à mon goût, mais c'est suffisamment dynamique. Le travail des angles de vue est bien aussi, la colorisation est sympa, les ambiances sont là. Non, rien de... Pas un grand coup de cœur du dessin, mais ça fonctionne très bien avec ce qu'il proposait, quoi. Ça fait le boulot. Et puis on a un fight entre des tigres et... Oui, c'est bon ça. Les tanks. Tiger. C'est ça. Voilà. Qui veut sauver le soldat Ryan, quoi. C'est ça. Tigre. Bon, petit mot de conclusion. C'est une belle invitation. Panzer à tout. Je regrette pas mon achat. Quand même. Voilà, quand même, je ne regrette pas mon achat parce que j'ai quand même pris du plaisir à le lire, même si j'ai eu une petite déception. Puis à la fin,
Le petit cahier technique qui rajoute les petites infos, j'aime bien. Ouais, Voilà, ça, mais j'étais c'est sûr pour que ça allait te plaire, voilà, ça. ça, c'est Voilà, c'est- parce que, J'étais par sûr exemple, que ça allait non, te mais plaire, attends, ça. savoir quand même que les mecs, ils ont conçu un tank qui, pour monter à l'assaut, est obligé d'avoir le canon tourné vers l'arrière, tellement il est long. C'est ça. Tu Sinon, dis- il se tank au sol, en fait. Sinon, voilà, parce qu'en fait, à chaque stop, il risque de me faire balancer. Et... C'est ça. Et en fait, ils se sont rendus que la bouche d'extraction, là, c'est pareil, ils l'ont remodifiée 50 fois parce qu'elle faisait pas le boulot suffisamment bien. C'est ça. Et du coup, il y avait beaucoup de temps d'attente entre deux tirs. Mais Ça surtout tirait que- super fort, super loin, super puissamment. Par contre, on a droit qu'à un shoot toutes les demi-heures, les gars. Oui, mais parce qu'en plus, l'obus est Faut monté pas se rater. l'obus est monté en deux parties. Et en plus, l'obus est très long à monter en place. Enfin bon, voilà, non, mais le cahier technique rajoute des données intéressantes. Oui, ça, c'était la partie vraiment qui m'a plu, moi aussi. Du coup, si tu joues à World of Tanks, ça fait le truc. Ok, merci. Non mais ouais, mais enfin, Oui. World of Tanks, le jeu, le MMO Oui, je le plus joué au monde est C'est gratuit. ça. Tu peux me remettre un jingle, s'il te plaît, parce que je trouve ça inadmissible. Ok, pas de jingle. Pas de jingle. Allez, passe à la C'est moche. suite. Allez, bon, on passe à la suite, C'est alors pour sans toi. transition, du coup. C'est pour ma gueule. C'est pour lui. Hein, c'est Planète Gaspard, c'est ça? Ouais. Planète Gaspard, dessiné par un certain Domas. Je crois qu'on en a un petit peu parlé de temps en temps. Au scénario, on a un duo. Arrête tes gestes obscènes, tiens. On a un duo, donc duo surnommé BK. B pour Bertrand et K pour Caroline. Et oui, Oui. bah, écoute, c'est comme ça, Mathieu. Je peux rien, c'est pas moi qui ai choisi. Donc l'histoire de Planète Gaspard, eh bien, on a un petit garçon qui est dans la Lune. Et grosso modo, ça nous raconte en petit gag en une planche les tribulations de ce petit garçon qui est vraiment, vraiment, vraiment perché, À l'ouest. qui est complètement à l'ouest, qui est complètement rêveur, qui a son petit monde à lui. Il se rend compte de rien. Il se rend même pas compte qu'il est chez la psy quand il est chez la psy. Oui, parce que forcément, du coup, ses parents l'amènent voir la psy. Il fait partie d'une famille recomposée, donc avec une demi-sœur. Et donc, on a les aventures de toute cette joyeuse petite équipe, à chaque fois avec des gags en une planche. Donc, le dessin de Domas colle bien, je trouve. C'est mignonné. Ça fonctionne très bien sur ce côté doux rêveur. C'est assez rigolo finalement que le scénario de BK soit autant perché parce que finalement c'est un petit peu les rêveries de Domas aussi qu'on pourrait retrouver d'une certaine façon là-dedans. Donc voilà, l'ensemble est cohérent au niveau des planches de scénario, des petits gags et de l'univers qui est proposé, du dessin, des couleurs, c'est mignon, c'est tendre, voilà, ça fonctionne pas mal. Après, mon avis perso, je suis pas forcément directement la cible, et justement l'histoire de cible, j'en parlais avec Pierrick, je trouve que c'est un petit peu compliqué, je sais pas si les enfants y trouvent leur compte, et en même temps, clairement, au niveau du dessin et des petits gags, c'est plutôt de la destination des enfants, mais le fond derrière est un peu une espèce de fond pseudo-psy, pseudo-rêveur, qui s'adresserait peut-être un peu plus à un public adulte. Donc, au mieux, ça s'adresse à tout le monde. Au pire, c'est le cul entre deux chaises, ça sera à vous de décider, à vous de voir. Thio, Bah écoute, moi je suis peut-être pas la cible, je la suis peut-être, j'en sais rien. Enfin, ça m'a beaucoup plu, je me suis bien régalé. Avec en plus le petit running gag de l'ami imaginaire. Qui je n'est trouve... pas un ami imaginaire, c'est génial. Oh, spoil pas. Ouais, ça va, planche 4. Ah non, c'est un running gag tout le long de l'album. c'est un running gag, t'as la solution. Putain, mais, Vas-y. mais comment... Vas-y, finis ton speech, je te montre. Ouais. Il va croire en plus qu'il a raison, tu sais. Donc vas-y, continue. Vas-y donc. Moi j'ai trouvé ça vraiment, c'est très sympa. Voilà, très sympa. J'ai passé des bons moments, j'ai rigolé. Des trucs très mignons. Ah non, mais tu comprends pas. Alors tu comprends pas pourquoi je te dis l'ami imaginaire. Ah, c'est la suite. Non, Mais tu fais référence à... c'est parce que non, mais ça c'est parce que Chez la psy. non, c'est le jeu. Bon. Je crois que vous êtes en train de vous perdre dans le... On n'a pas envie de le dire, donc on va pas le dire, donc personne Non, ne mais comprend ce on qu'on va le dire. Bon, donc on le dit pas. Bah on le dit si tu veux. Non, on le dit pas, on spoil pas. Dans cette On ne émission. spoil Bon, pas dans ce là je film. spoil, je vous le dis, coupé pendant 20 secondes. C'est le moment où la famille réalise qu'il a réellement un ami. Et c'est tout à la fin qu'il le réalise. Parce que La famille. Non, mais lui, il a un ami. Mais je te parle, oui, mais l'ami imaginaire, c'est pas lui. Bon, je crois que là vous égarez. Reviens Allez, dans le... vas-y. dans Donc, sur ton avis. le spoil est fini. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça très sympa. Après, je suis d'accord avec toi. Je suis pas sûr que des jeunes enfants comprendront toutes les blagues et tout l'humour et la poésie qu'on peut avoir derrière. Mais je pense que c'est un bon bouquin. C'est un bouquin sympa à feuilleter. Et Et pour les parents qui ont des enfants complètement lunaires. d'ailleurs, ça peut aussi vous aider. Mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment.
Oui, Toi j'ai trouvé que c'était assez efficace, bien foutu. J'ai toujours du mal, hein, comme je le dis, avec les gags en une planche. C'est un équilibre très difficile à trouver. Ça marche plutôt bien. Après, la thématique fait que parfois, bon, on voit un peu les choses venir, mais il y a des bonnes trouvailles quand même où on se laisse prendre au jeu. Et j'ai pris plaisir à suivre les aventures de ce gamin, quoi, qui est confronté à une réalité qui lui passe un peu à côté, en fait. Et surtout, bah, au fait qu'on voit aussi cette famille qui essaye de comprendre ce gamin et de l'aider, parce que c'est une BD très bienveillante, en fait. C'est plein de gentillesse, c'est plein de bienveillance, ouais, complètement. Et c'est assez sympa et ça fait plaisir. Et je pense que oui, non, ça peut être à la portée des enfants pour ce côté-là, même s'ils voient pas forcément tout le second degré, etc., qu'il peut y avoir derrière. Je rajouterai, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog de Domas, domas.overblog.com, où vous avez les premiers essais de la couverture et une petite explication justement du travail sur cette couverture. On va donc rester chez Delcourt pour donc Morgane de Kansara Effert. Comme Sarah, qu'on connaît pour Median Titi. Oui, ça date. Ouais, ça date. Alors, Morgane, qu'est-ce ? Ben, Morgane, qui est-ce ? La demi-sœur de Arthur. Et là, on revient donc dans Kaamelott, dans nos formidables histoires de la table ronde. Mais du coup, on va suivre l'histoire du personnage oublié. De celle où on a toujours dit, attention, Morgane, c'est la méchante. Et là, en fait, c'est l'héroïne de notre histoire. Et on va suivre donc toute son enfance, du moment où le père d'Arthur, Pendragon, va venir violer sa mère, et jusqu'au moment où elle va réussir à se venger de Merlin, Arthur et de tous les hommes qui ont croisé sa vie. Alors, Une ode à la gentillesse et au pardon. Ou au machiavélisme peut-être. Au niveau du graphisme, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser à du Karasquat. Oui. Ouais, il y a un peu ce côté qu'on peut avoir dans Beauté. Dans Beauté ou dans... plus éthéré quand même, dans le trait en moins ligne claire, en moins propre. Ouais, mais ça faut, voilà, ça fait magnifique, hein, moi j'adore. Ça m'a beaucoup plu, et puis le couleur directe qui déchire, quoi. Le caractère de Morgane et tout le côté machiavélique qu'elle a dans ses prises de décision, dans le plan qu'elle mène, et dans ce côté femme totalement indépendante de tout, quoi. Mais femme bafouée, victime aussi. Victime, certes, mais forte, quoi. Oui, voilà, ça, c'est très féministe, je trouve, comme propos. Disons qu'elle a tout, quoi. Elle est libre de toutes ses décisions, du choix de sa vie, de sa sexualité. Et c'est un monde où normalement elle n'est pas censée avoir cette liberté. Et c'est ça qui pose problème. Donc pour tout ça, moi j'ai vraiment trouvé cette Morgane très intéressante. C'est vrai que tu me l'avais un petit peu recommandé. Oui. Et je me suis vraiment... J'y suis allé un peu, on va dire, à reculons, parce que je me suis dit, bref, Morgane, allez, c'est bon, quoi. Et en fait, non. Vraiment un bon bouquin, graphiquement super intéressant, et avec une histoire qui, du coup, fait redécouvrir l'autre histoire, quoi. C'est moderne dans la narration, ouais. Ça se parle pas dans je parle avec un truc alambiqué, pompeux, pour me la péter un peu, voilà. Ouais, mais ça fait un peu vieux François, quoi. Ouais, c'est pour ça, Non, c'est très moderne dans la façon de se raconter, j'ai trouvé ça... c'est la traduction du français au français qui a été ratée, quoi. Moi, je me suis régalé. Voilà, c'est très simple, je me suis régalé. C'est du féminisme brut de décoffrage. C'est une Morgane qui est... Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Putain. Non, mais ça veut dire que... Ouais, coup de cœur. Ouais, celui-là, on peut l'estampiller. Putain, il aura le petit cœur sur le site, quoi. Il aura le petit cœur sur le site. Donc, c'est une Morgane qui est sexuée et qui en use et qui en a envie. C'est une Morgane qui est méchante, et même quand elle se rend compte qu'elle est méchante, elle a envie de continuer à devenir encore plus méchante.
Elle a, Mais elle est méchante, mais mais elle a fait valide. une promesse. Non, mais elle valide aussi cette méchanceté avec plein de raisons. C'est Ah que... oui, elle a fait une promesse, elle c'est s'y que C'est pas une tient. méchanceté et- gratuite. C'est que c'est pas gratuit, c'est parce que quand Elle a même, un quelque part, objectif elle s'est final. sentie flouée dans beaucoup de moments, quoi. Elle Et a a un raison. Elle a un Et en plus, objectif oui, il a raison, à totalement. la base qui lui est donné par son père, qui est un objectif globalement louable et noble, pourquoi pas. Et au milieu de tout ça, comme elle se fait flouer, la vengeance prend le dessus de manière totale. Voilà. Et tous les moyens sont bons du coup pour assouvir cette vengeance. Sachant que clairement le Merlin, il n'est pas présenté sous son meilleur jour non plus. Oui, et puis il n'est pas présenté en vieillard aussi. J'ai bien aimé C'est pas, cette vision. c'est pas Johnny l'Enchanteur quoi. Non, non. Bah, c'est un sorcier. Hein. Ouais, puis- La magie, c'était mal vu. Hein. C'est ça. C'est ça. En même temps, c'est pas le fils du gentil du coin non plus. Disons que c'est pas le Merlin de Camelot, C'est Oui. pas le Merlin de Kaamelott. Voilà, Ni c'est celui de pas le Disney. Merlin de Disney. ni celui de Disney. Voilà, clairement. il a pas sa jolie petite barbe blanche. Voilà. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus adulte, beaucoup plus honnête, beaucoup plus franc, beaucoup plus cru, et qui m'a enchanté par le dessin. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire m'a beaucoup plu, et alors le dessin qui est livré, les couleurs qui sont livrées, en font quelque chose de magistral. Voilà, je me suis régalé. Oh, coup de cœur donc pour Ocean Morgan de Kansara et Fert, que nous vous recommandons chaudement. C'est une excellente bande dessinée. Un petit mot pour conclure ou on passe à la suite? Achetez-le. Eh bien, rien. Ah non, mais j'ai cru que t'allais... Non, c'est pas grave. Alors, Je, donc, je vous ai laissé une porte ouverte, vous l'avez pas saisie, j'ai envoyé. Alors, tu vas nous parler de quoi, Pipier? Je vais vous parler de Igai. Nous allons parler des 2 premiers tomes qui sont sortis chez Glénat. Ah, j'ai cru qu'il y avait marqué « Je suis gay ». Manga de Tsukasa Saimura. Ah, gay. Qui nous raconte l'histoire dans un lycée japonais avec tous les clichés du lycée japonais, les clubs de sport à gauche à droite, le gars à la cool. On pourrait aller jusque là, où soudain, sans qu'on sache pourquoi, il y a des zombies. Ça part en couille. Et donc, il y a des zombies. On va suivre divers personnages qui vont tenter de survivre à cette invasion, dont un gars qui est un peu coincé, qui est amoureux d'une fille, mais qui n'arrive pas à aller avec, sachant qu'on se doute qu'elle est peut-être amoureuse en fait de son pote à lui, qui est super cool et tout ce qu'on veut. Donc le triangle amoureux classique de l'histoire japonaise, mais ils deviennent des zombies. Donc tu te dis, ouais, truc de zombies, ils vont se défendre, ça. Sauf que, et là l'idée intéressante d'Igai, c'est qu'au bout d'un moment, les zombies, ils reprennent leurs esprits et ils redeviennent comme si de rien n'était. Sauf que, il faut quand même préciser que si du coup le zombie s'est fait ronger la moitié de la tête, Oui. eh bien quand il redevient humain, il a quand même la moitié de la tête qui est rongée. Et il reste en vie? Oui. Alors, ça j'ai un Oui. doute, parce que je crois qu'il y en a certains quand même qui cannent Ouais, suivant il y en les a certains blessures. qui, en fonction des blessures, il y en a qui cannent. Je pense que classique, hein, si on leur explose la tête, ils meurent. Cerveau, tu vois. Et donc, on va suivre un peu cette évolution-là, où ils se disent merde, au premier coup, comment on fait? Et on se rend compte qu'il y a un cycle, etc. Et donc, suivi par le geek de service qui est du club vidéo, ils vont essayer, déjà. Oui, non, ça pour ça fait très cliché, quoi. Ouais, ils vont Il essayer. a un grand par-dessus aussi et des lunettes? Il a des Il a des lunettes, lunettes. mais pas un grand par-dessus. Et il a un short. Ouais, il a un Non, il a un short et une chemise longue, si. Ouais. Ah. Bref, tu vas suivre ces personnages dans quelque chose qui est très très cliché et d'un intérêt assez limité dans le tome 1, mais comme dans beaucoup de mangas, dans le tome 2, enfin, ils se posent des questions un petit peu éthiques. Parce que nous, on lit le tome 1, on voit le truc, ils deviennent zombies, ils redeviennent normaux, puis ils redeviennent zombies au bout d'un moment indéterminé. Et là, tu dis, hey, il y a des trucs moraux super intéressants, en fait, parce que j'ai jamais vu. J'ai mangé mon copain. Est-ce que vraiment j'avais le droit? Ouais, et puis les gars se Ouais, mais réveillent. j'avais faim. Puis le gars se réveille et il voit ce qu'il a fait. Il n'a pas conscience du moment où il Ouais, était zombie. mais ça va. Voilà. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai buté l'autre, qui lui a arraché la moitié du cou pour le bouffer. Enfin, tu vois, c'est. Et donc, Ouais, mais il m'avait piqué ma gomme. dans le tome 2, on commence à voir un petit Yeah. peu Tu déconnes. ces conflits moraux, et c'est quand même plutôt pas mal. Alors, c'est pas grandiose, parce que il y a un tel potentiel, je trouve, avec le sujet, quelque chose que j'avais jamais vu, quoi, que ça traîne un peu. C'est très axé action en fait, hein. Il se passe toujours quelque chose, ils doivent courir à gauche à droite, il y a quelques trahisons, quelques idées intéressantes au milieu, mais pour le moment je trouve que c'est rythmé parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais ça exploite peu le potentiel moral qui est super intéressant, je trouve. Thio, C'est publié chez... forcément. chez Glénat. Glénat. Thio. Non, c'est pour le préciser. Ok, Au d'accord. cas où vous Je le l'ai dit cherchiez. déjà. Il a déjà dit au Ah, début, pardon. mais c'est pas grave. Tu m'écoutes pas. Hein? Tu disais?
Alors, je trouve que l'idée, comme tu disais, de départ, les zombies qui ont une sorte de cycle zombie, cycle humain, cycle zombie, cycle humain. Alors, c'est une super idée. On-off. C'est un peu on-off, mais. Et finalement, comme tu dis, c'est peut-être attendre de voir les autres tomes, mais là, bon, ben, ok, ils en sont arrivés à l'idée du cycle, ils ont compris, et ça avance pas. Ça avance pas, mis à part la fiche de puterie d'une partie du lycée, mais bon, On va ça, pas on va révéler, pas- mais quel sympa, une bonne idée. Qui tient la route comme idée. Qui tient, ouais, en fait, dans une partie de jeu de rôle, ça tiendrait la route. Mais par Si contre, nous on était joueurs, on aurait fait cette fils de puterie. Mais franchement, c'est pas crédible. alors, C'est non, ça non, parce que tu le fais clairement. Mais par contre, je pense que la perfidie a grimpé en toi une force, une vitesse qui est exponentielle. Mais ce qui est un peu Tu dommage, reçois un petit courrier en disant bravo, tu as gagné ta place en enfer. c'est un peu ça. Ouais. Mais ce que moi je trouve dommage, c'est que l'histoire, en fait, là, dans ce tome 2, n'a pas du tout avancé. On a continué dans l'histoire du cycle, ce qui est bon, ben ok, mais on n'a pas avancé sur notre personnage principal et Quelques problèmes moraux qui sont révélés et ils commencent à essayer d'analyser ce qui se passe. c'est ledge quoi. Ah oui, non, c'est léger, ce que je dis, ça traîne. Ça traîne. Voilà. Parce que tiens, comment tout a commencé? Ok, on a un début de réponse, on a une vidéo qui apparaît. Ça amène rien pour l'instant. Après, c'est très vite lu, donc c'est pas désagréable à lire. Non, c'est clair. Donc, mais c'est vrai que bon, bah ça, on en attend un peu plus. Et là, on vient de se rendre compte que le fond s'accroche, non? Non, c'est un effet. C'est un effet Non, non, totalement. Ouais, voilà. On a cru que les quatrièmes de couverture faisaient un dessin qui suivait, et pas du tout. Voilà, Ça aurait pu. ça aurait pu. Je suis plus, mais non. Bon, un mot pour conclure. Oui, bah voilà. Bien, mais pas top. À voir ce que ça peut devenir. Bah, sur le long terme. l'idée, en tout cas, sur les zombies est sympa. Voilà. Si vous voulez lire une histoire qui change un peu, qui parle de zombies, mais qui arrive à avoir un petit angle original. HSE tome 3. Et dernier tome, du coup. Human Stock Exchange. Human Stock Exchange. Sous contrôle de notre prof d'anglais favori. C'est du balloon. Ça se dit Balloons? Balloons. Alors, c'est bon, Bally Balloons. Donc, c'est l'histoire de Félix Fox. On revient un petit peu sur le pitch général, qui est un vendeur de voitures. Un vendeur de voitures doué. Qui, du coup, comme il a très envie de s'en sortir dans cette société basée sur l'argent, bien évidemment, il accepte de rentrer, lui, en bourse. C'est donc une cotation humaine et vous avez donc des investisseurs qui vous donnent de l'argent, qui vous permettent de grimper rapidement dans l'échelle sociale et d'avoir un train de vie luxueux, voire dispendieux, si effectivement vous remplissez tout un tas de critères. Ce qui veut donc dire qu'ils ont un droit de regard aussi sur votre vie. Et donc là, à la fin du tome 2, on apprenait que Félix, qui est donc marié à une certaine Rachel, Rachel ne rentrait pas trop dans les critères de choix de ses investisseurs, et donc du coup, il fallait qu'il se sépare de cette Rachel qui, en plus, était tombée enceinte, et donc il fallait absolument qu'elle avorte de cet enfant. Ça a posé bien évidemment des problèmes de couple, des problèmes éthiques, des problèmes moraux, et Félix était franchement perdu là-dedans. Dans le couple, je comprends pas pourquoi. C'est bizarre, hein, c'est On a étrange. vraiment un tome 1 d'exposition de l'univers qui nous montre comment ça va fonctionner, qui nous introduit le concept de l'HSE. Un deuxième tome qui nous montre l'ascension du personnage jusqu'à la rupture où il doit faire des choix Exactement. impossibles. Et comment est-ce qu'il va réagir dans ce tome 3? Et donc, dans ce tome 3, il réagit. De toute façon, il n'a pas le choix. C'est soit il se laisse mener, il continue à se laisser mener par le bout du nez, par Simon, ses investisseurs. par ses investisseurs. Et ses investisseurs sont représentés par une espèce de coach qui s'appelle Simon. Et ce Simon, c'est à la fois le gentil et le fils de pute de service. Puisqu'il est là pour négocier auprès de Félix les desiderata des investisseurs. Et donc, on se rend compte, et Félix se rend compte, que derrière leur plan, il y a un autre plan, bien plus grand. Et donc, lui, il n'a pas 50 solutions. Soit il accepte le deal, c'est-à-dire faire avorter Rachel, et du coup, il les suit, soit il décide de se rebeller. Il décide de se rebeller, ce qui va lui coûter presque cher, puisque du coup, il arrive devant un deuxième choix. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais
du coup, il redécide une deuxième fois de se rebeller, mais de manière un petit peu plus intelligente. Et là, on ouvre la porte, c'est presque une boîte de Pandore, puisqu'effectivement, le deuxième plan génial des investisseurs commence à se mettre en place. Et finalement, ça s'est passé comme dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'une fois que le premier marché boursier arrive à saturation, on décide d'en créer Un deuxième. un deuxième Pour sauver le premier. pour sauver le premier. Qu'as-tu pensé de cet ouvrage ? Ça se termine bien, ça ne se termine pas en longueur. Le fil moralisateur, entre guillemets, qui est sous-tendu tout au long de ces 3 tomes, se conclut de manière cohérente. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon tome de conclusion sur une bonne trilogie. La façon dont c'est raconté, la narration ne sort pas franchement de l'ordinaire. Mais la thématique, elle, est originale et très bien traitée. Donc, moi, j'ai vraiment adhéré. Le dessin colle bien aussi. C'est dynamique. Le trait fluide, peut-être même plus fluide qu'au début. C'est un peu plus sympa dans les mouvements, dans les déplacements, etc. Ouais, j'ai l'impression que ça a été... Alors, soit ça a été fait plus vite, donc il y a un côté un peu plus lâché dans le trait, Ouais. ce qui fait qu'il est un peu plus imprécis aussi par moment, Oui. je trouve. Mais ouais, donc, dans un style un peu réaliste, quoi, mais il y a un côté plus lâché. Oui. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, en tout cas, c'est Thomas Allard au dessin. Ce que j'ai apprécié, c'est ce côté univers crédible. Il nous a fait un futur très Complètement. crédible d'un point de vue graphique. Complètement. Donc voilà, c'est un bon triptyque pour ceux qui ont commencé, n'hésitez pas à poursuivre. Et pour ceux qui ne s'y sont pas encore collés, bah écoutez, je ne peux que vous conseiller de commencer par le tome 1 et si ça vous accroche, bah, allez-y pour la suite. Alors je sais qu'on est un petit peu en retard pour la chronique de ce tome puisqu'il est paru il y a presque 6 mois. Mais nous n'avons aucun timing. Pour Mais ça vaut le coup. Voilà, franchement, penchez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup. Thio. Je suis à toi dans 2 secondes. Ah, qu'est-ce que il est en train de jouer à un jeu ou un truc comme ça? Non, bon d'accord. Mais souvent, il nous fait ça en Le émission. mec qui joue en émission. Ouais, franchement, la honte. Moi, j'avoue, scénario de Xavier d'Horizon est efficace, tient la route. Je me suis fait avoir à pas trop savoir ce qu'allait faire le personnage, comment il allait s'en sortir, parce que d'un autre côté, il nous a posé un univers avec des règles complexes qu'on ne maîtrise pas, et donc comme le scénariste, lui, a toutes les règles en main, forcément, il peut beaucoup plus facilement jouer avec ses lecteurs. Et puis en plus, on est dans le monde de la finance, donc inutile de vous dire que c'est vraiment un oignon, hein, c'est tort. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des couches sous les couches. Bref, j'ai trouvé ça très sympa, efficace, et en plus assez effrayant par ce côté crédible quand même. Il y a un côté assez réaliste. Maintenant je pense que j'ai laissé assez de secondes à Thio. Alors, moi d'abord, je vais revenir, on va dire, sur le bouquin en lui-même, qui est un achat de ma part. Hein, donc, je ne vais pas renier Ça mon va, on a bébé. compris, on va pas te le piquer, Mathieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les auditeurs en termes de témoins. Hein. Ok. On te le laisse. Donc, du coup, C'est bon, c'est posé, tu es rassuré? je suis assez posé, je vais garder mes propres bouquins. Moi, j'ai trouvé l'idée au départ totalement hallucinante. On avait d'ailleurs chroniqué, justement, à la sortie du tome 2, qu'une société américaine, Fantex, avait commencé à justement proposer une cotation en bourse sur Vernon Davis, qui était un joueur de football américain des 49ers à l'époque, quand il a signé son contrat, et qui maintenant est aux Broncos de Denver. Et du coup, je m'étais dit, mais ah ouais, en fait, c'est totalement surréaliste, mais en fait, ça existe. Alors, visiblement, pour la petite enquête, la petite recherche, parce qu'enquête serait un gros mot, mais... Alors que je croyais qu'il jouait, en fait, il travaillait. non, Pardon. c'est que j'étais en train de regarder... Il était en train de chercher où en était le joueur. Où en était surtout sa cotation en bourse. Visiblement, ça n'a pas non plus eu un succès foudroyant, parce que c'est exact qu'il a levé donc quand même 4 millions de dollars au départ, Vernon Davis, en échange de 10% de ses revenus. Donc je pense que ses actionnaires sont rentrés dans leurs frais, parce qu'il a quand même eu une belle carrière NFL, mais visiblement, il n'y a pas eu d'autres joueurs qui ont été proposés sur le marché, donc c'est que ça n'a pas dû non plus avoir un intérêt exceptionnel. Ça reste un cas isolé. Voilà, exceptionnel en tout cas pour les investisseurs. Et finalement, on arrive au système où dans HSE aussi, on arrive à la limite du système qui fait que, on ne peut pas non plus parier que sur l'humain, quoi. Il faut trouver l'humain où soit tu fais un humain, soit tu fais tous les humains qui se parient sur eux-mêmes.
Ce qui devient pour le coup un peu absurde, mais bon. Ceci étant dit, lui, il a été sélectionné parce qu'il avait un fort potentiel et qu'ils avaient derrière la tête une idée supplémentaire. C'est vrai. Il n'a pas été choisi totalement au hasard. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un scénario intéressant, d'une part sur l'espèce cet esclavage moderne, on va dire, vis-à-vis du travail et vis-à-vis de la bourse. Voire même des loisirs, parce qu'il ne faut pas qu'ils jouent à n'importe quoi et qu'ils baissent n'importe qui. Et que... Et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, finalement. Ils ont un regard sur tout. Mais j'ai trouvé que la fin était à la fois une libération, mais en même temps une poursuite de l'esclavagisme, quoi. Ah, mais complètement. Il y a pas de, donc on peut pas dire que ça finit sur. Il n'y a pas de méga happy end. C'est pas le happy end, quoi, parce que même si lui s'estime libre, il est libre, crasseux au fond du Larzac. Ouais, mais il est en libre, résumé, Il est libre, mais il est toujours dans la société. Voilà, il est libre, mais tout en étant dans le truc, quoi. Il est quand même sorti du système boursier. Ouais. Comme quoi, la morale, si on spoil un poil, mais l'espèce de morale, c'est plutôt que de vivre dans une cage dorée dans le système boursier, il préfère vivre dans une cage de merde en dehors du système boursier. L'intérêt, c'est de savoir surtout comment il en arrive là. Ok. Donc voilà. Je m'étais trompé maintenant, Vernon Davis et Otto Redskins. Merci monsieur pour NFL, cette c'est information. Il a gagné un Super Bowl quand même, s'il te plaît. L'an dernier avec Peyton. Et bah, du coup, il a la cote qui a dû monter. Je pense pas, parce que maintenant à 32 ans, il doit être quand même plutôt en fin de carrière, quoi. Et alors, il a la cote qui tombe. Il a la cote qui tombe, c'est ça. Et on parle bien. Habile transition pour changer de sujet. Merci, Pierrick. American Vampire. Alors là, on va vous chroniquer 2 tomes en même temps. Là aussi, il y a des cotes qui vont tomber. Le tome 7 et le tome 8 d'American Vampire. Alors, le marchand gris pour le tome 7, et je crois que c'est un cosmonaute. La 7e lignée. La 7e lignée pour le tome 8. Alors, pour vous faire un petit... C'est compliqué de faire des pitchs sur 2 tomes comme ça qui se suivent. C'est un peu chaud patate. Oui, Attention, en fait, sans il y aura forcément un peu de spoil, les on enfants. va- Non, on a dit pas de spoil, surtout que je les ai pas lus. Et je peux le faire mon pitch ou vous me faites Non, chier mais encore longtemps franchement, ça va pas être évident, Mathieu. Non, mais laisse tomber. Tu sais quoi, on passe à la suite. Alors, Express. Voilà, on est en train de le tuer, tu vois, avec de la con. Donc, je vais vous parler d'American Vampire, tome 7 et tome 8. Donc, chez Urban, je sais plus quoi, Vertigo, paru chez Vertigo aux États-Unis. Donc, le marchand gris et la 7e lignée. Donc, Pearl Jones, donc on est au Kansas, pays cher à notre cher. Scott Snyder. Non. Merci, aucun, d'accord. Magicien d'os, quoi. Ah oui. Putain. Tu sais, la route pavée d'or, tout ça. Là. Les chaussures Donc, roses. notre petite Pearl Jones donc, a pris sa retraite. Maintenant, elle s'occupe d'enfants qui sont chassés parce qu'ils sont vampires. Donc, elle essaye de les faire passer en 12D, tranquille, pour qu'ils aillent vivre une vie heureuse de vampires qui boit juste le sang des poulets et consomme un peu de foie de veau le week-end. En vivant heureux au fond d'une cave. Voilà, en vivant heureux. Somewhere over the rainbow. C'est ça, un petit peu ça. In my cave. Mais malheureusement, un monstre, que dis-je, une créature immonde de l'au-delà va arriver, le marchand gris, et qui va en fait complètement briser le statu quo, on va dire, qu'il y avait à la fin de la guerre. Alors je ne me rappelle plus le nom de la secte, du groupe secret qui combat les vampires. Oui, ça me revient. Ça te reviendra peut-être. L'ordre pur ou un truc dans le genre. Un soulève. Et donc du coup, on va dire c'était voilà, ça se gérait à peu près bien entre les vampires américains et cet ordre-là. C'était entre guillemets en une sorte de paix à peu près stable. Oui, c'est ça, les vampires américains, c'était la nouvelle génération de vampires qui a apparu aux États-Unis et qui a des pouvoirs un peu différents des vampires européens classiques. C'est-à-dire en fait que le soleil... Les vassaux de Vénus. Les vassaux de Vénus. Oui, donc le soleil leur fait pas mal. Le soleil leur fait beaucoup moins mal qu'aux vampires normaux. Et ils sont aussi beaucoup plus résistants et beaucoup plus puissants que les vampires normaux, les vampires américains. Ils ne sont sensibles qu'à l'or dans le sang. Ouais. Et on suit des vampires qui essayent de se racheter et d'être gentils, en fait. Pearl Jones, qui Oui. en fait a été transformé par Skinner Sweet. Skinner Sweet, Qui est le premier de la qui est le lignée. premier vampire américain, qui lui est vraiment une sale ordure de sa race. Et, Ouais, mais il le fait bien. mais il le fait bien, je suis d'accord. Mais il va essayer peut-être un petit peu de se racheter dans ce tome 8 pour différentes raisons. Mais là encore, on va s'apercevoir avec des
des revirements de situation complets, des moments où tu vas te dire oh la vache, putain, ils nous ont eu quoi. Scénaristiquement, c'est vraiment bien mené. Moi, j'avais un petit peu peur que ça commence à tomber un petit peu dans une sorte de routine un petit peu longue et gnangnan, mais je trouve que l'arrivée de leur marche en gris a quand même bien relancé le truc, quoi. Alors, j'ai envie de te dire, ça a tout pété pour tout reconstruire. c'est un peu l'ingrédient classique quand tu es dans des scènes de combat, c'est que tu as le plus méchant que les méchants qui arrivent. C'est le méchant qui est encore plus méchant, le méchant qui est encore plus fort. Là où Skinner Sweet était finalement quasiment l'intouchable, l'imbattable, le formidable Héros robot des temps nouveaux, c'est Skinner Sweet le Grand. On a le marchand gris qui devient en fait le méchant de l'histoire, et du coup tout le monde est obligé de se rallier à la même cause. Ça, je viens de voir. En fait, c'est vraiment le lancement d'un second cycle. C'est ça, c'est le lancement d'un nouveau cycle, cette histoire-là, sur un fonctionnement assez classique, assez connu, mais qui marche très bien. Puis c'est Qui est toujours extrêmement bien raconté. Le tome 7 pose bien les bases, et alors le tome 8, il fait tout exploser. Ce tome 8, il est absolument génial. toujours une évolution dans le temps, en plus, j'ai l'impression. Bah là, on est dans les années 60. D'accord. Oui, ça évolue. Ça avance quasiment de décennie en décennie à chaque Ouais. fois. Là, on est dans la conquête spatiale, donc avec Au les tout début, Russes. avant que ça marche sur la Lune. Oui, bah 60. Ouais. Forcément. Et du coup, nos petits vampires vont dans l'espace finalement avant beaucoup d'autres astronautes. Ouais. Ah oui, non mais C'est vrai. clairement, historiquement, c'est les précurseurs, quoi. Ils se positionnent entre les chiens et les singes, quoi. Enfin, entre les singes et Et les humains. Et Yuri les humains, Gagarin, quoi. quoi. C'est ça. Ok. Donc, est-ce que ce deuxième cycle est un bon départ pour redémarrer, ou il faut quand même avoir lu tout ce qu'il y avait avant? C'est pas nécessaire. Pardon, du coup, je t'ai un peu coupé dans. Alors, c'est pas nécessaire, je dirais si. C'est pas nécessaire parce que Il y a un chouette résumé au début des bouquins, il y a un très 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 chouette résumé qui est fourni à chaque fois et que je trouve absolument efficace. Les tomes paraissent pas non plus de manière très très fréquente, Tous les 6 mois, un truc dans le genre. et vu que c'est quand même très dense au niveau des personnages, des implications, des revirements de situation, des retournements de veste, etc. Heureusement qu'il y a ce petit pitch là de remise à niveau qui est fait, et qui est très bien fait, je trouve, qui permet du coup de se remettre tout de suite dans le bain. Je pense que si on attaque avec ce cycle, on peut le faire. C'est mieux de tout lire depuis le début, c'est une évidence. Ce qui est sûr, c'est qu'on perdrait beaucoup d'intérêt, beaucoup de sel à attaquer directement par ce cycle-là. Et tu perdrais surtout beaucoup, je pense, d'épaisseur sur les personnages. Parce que si tu commences là maintenant, t'as... Le lien entre Pearl et Skinner, tu l'aurais pas autant. entre les vassaux et une centaine Skinner. d'années de vie des personnages. C'est pas une centaine, il t'en manque 40 ans de la vie des personnages, mais du coup, en tout cas pour Pearl, mais ça aurait, je trouve, ça manquerait un peu de sel. Oui. Parce que du coup, tu comprendrais pas certaines phrases qui sont prononcées. C'est possible, mais on perdrait de l'intérêt. Voilà. Graphiquement, qu'avez-vous à en dire? Toujours aussi bon, toujours aussi Raphaël péchu, Pierre, quoi. Enfin, voilà. Hein. J'aime beaucoup. C'est très torturé parfois. Les images du marchand gris, je trouve, ça reste très énigmatique sur beaucoup de points. La planche sur l'Ishkaku, pas mal, quoi. Non, voilà, c'est vraiment très joli. C'est une très bonne série à suivre. Et puis l'avantage, c'est qu'on a quand même une belle édition chez Delcourt. On en a donc au tome 8. Très jolie édition. T'en bats les couilles. Chez Urban. Chez Urban, chez ouais. Urban. Pourquoi Delcourt chez Vertigo, tiens, moi comme ça je me tromperai pas. Ah, tiens, bim. Voilà. Coup de cœur ou pas coup de cœur? Vous êtes les deux à l'avoir lu. Moi, en l'occurrence, le tome 8, oui. Le tome 7, il pose simplement des bases. Le tome 8, pour moi, je me suis régalé. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, c'est vraiment une bonne série à suivre. Ouais. Ben voilà, c'est une sans aller série. jusqu'au coup de cœur. Ok. Bon, on va pouvoir passer à l'Express. Ajin, les tomes 5 et 6. Ajin, nous suivons les histoires dans un monde où des gens qui meurent, en fait, ne meurent pas et sont considérés comme des Ajin. Ils ont une sorte d'ombre qui les suit, qu'ils arrivent plus ou moins à contrôler. Et ils sont recherchés par le gouvernement qui veut essayer de comprendre comment les utiliser et qui ont lancé une sorte de campagne de com pour en faire des personnes à craindre. Nous avons suivi jusqu'ici plusieurs de ces Ajin, dont un vieux qui essaye de monter un groupe de djinns pour aller lutter contre le gouvernement et essayer d'avoir une place
dans la société et qui va vraiment par la violence et le terrorisme, on peut le dire. C'est du pur terrorisme dans les scènes d'action et qui a réussi à faire rentrer dans son groupe beaucoup de gens qui sont un peu largués parce que ils savent pas trop quoi faire d'eux, surtout qu'on a appris qu'il y avait eu des expériences sur les Adjin pour savoir jusqu'où ils pouvaient supporter la douleur, la mort, etc., sachant qu'ils souffrent et qu'il faut qu'ils meurent pour se régénérer complètement. Un des autres Adjin, qui s'appelle Kei, je crois, a essayé de se planquer pour être dans son coin tranquille dans la campagne, parce qu'il n'a pas envie qu'on l'emmerde. Et forcément, comme tout héros, à un moment donné, on finit par l'emmerder. Et il se retrouve à devoir s'associer à un autre jeune Adjin, qui lui est un petit peu le bouseux, je veux dire le gentil bouseux, le mec sympa, tu vois, qui... Voilà, donc on a un peu le rebelle qui va être tout seul et que personne l'emmerde, à côté du mec gentil qui veut juste sympathiser et se faire des amis et comprendre ce qui se passe, un peu naïf, et qui se retrouve au milieu à devoir aussi lutter contre ce groupe d'Adjin qui fait du terrorisme. C'est une série qui est super bien menée, que je recommande très chaudement parce que c'est un plaisir, c'est superbement dessiné, l'action est géniale, le scénario est très bien mené, bref, je trouve que c'est un petit bijou qui mérite que vous y intéressiez. Thio qui l'a lu, est-ce que tu valides ? Je valide totalement. C'est vrai qu'en plus, j'ai beaucoup aimé le passage fight contre les Adjin avec les forces spéciales japonaises. Oui, qui en plus est très crédible. Non, c'était une très très bonne idée. Voilà. Ils se sont fait exploser, mais c'était une très bonne idée au départ. Voilà, non, c'est une série qui est assez réaliste dans son traitement et qui, franchement, garde encore beaucoup de mystères sur les Adjin, parce qu'ils n'ont pas tout révélé encore, je pense, sans que on ait l'impression que ça traîne. Voilà. Adjin de Gamon Sakurai, que je recommande grandement. J'ai bien dit le nom de monsieur Gamon Sakurai, je crois que c'est un truc dans le genre. Wow, j'ai dit Sakurai. bon. Enfin, j'ai mal prononcé, mais j'ai dit bon. J'ai dit toutes les lettres. Autre Express, les carnets de cerises, tome 4. Alors, on retrouve donc toujours notre petite cerise qui adore faire des enquêtes et trouver des mystères même là où il n'y en a pas. Et bien là, en l'occurrence, il va y en avoir, puisque pour son anniversaire, elle va sur ses 11 ou 12 ans, je ne sais plus. La maman de cerise a une très bonne idée. Qu'elle n'a pas eue toute seule pour le coup, et elle va lui offrir une petite semaine de vacances en Bretagne, mais pas des vacances forcément très traditionnelles, puisque tout sera tourné autour de la résolution d'énigmes réalisée dans un manoir, et même autour du manoir, dans le village qui est autour du manoir. C'est donc un manoir où un couple organise une centaine de petites énigmes, et là il faudra arriver à en résoudre ne serait-ce qu'une seule. Soirée enquête de la mort. C'est plus que de la soirée enquête, voilà, on est vraiment... Le week-end Sherlock Holmes. Le week-end Sherlock Holmes, mais alors en plus, voilà, dans une demeure magnifique, dans un coin mystérieux, avec des histoires de pirates, avec des bateaux, avec la pluie, la tempête, les éclairs, même une recherche d'informations en nocturne. Bref, tous les ingrédients qui font que c'est une soirée enquête, une semaine enquête réussie. L'objectif de tout ça pour la maman, c'est d'arriver à resserrer les liens avec sa fille qui se sont distendus. On a pu voir ça lors des 3 premiers tomes, puisque la petite cerise s'est plus rapprochée d'une vieille dame qui s'appelle Annabelle, avec qui elle a tissé un lien particulier, plutôt qu'avec sa maman. Et du coup, la maman a une forme de jalousie envers cette relation privilégiée. Je rappelle que la petite cerise n'a plus de papa, le papa a disparu et ça reste un point difficile qu'elle n'arrive, elle, pas du tout à exprimer. Donc voilà, donc ce 4e tome se poursuit un petit peu sur les mêmes bases que les précédents, à savoir de la résolution d'énigmes, de la résolution d'enquête, et avec cette petite cerise qui a une forme de mal-être malgré tout au fond d'elle et dans sa relation avec sa maman. Et c'est toujours aussi réussi, aussi bien dessiné et aussi cool. Oui, le dessin est toujours très plaisant, les histoires sont plaisantes, c'est un peu convenu, c'est un peu entendu, on voit arriver les choses avec un peu des gros sabots, mais... Sur la partie enquête, mais moins sur la partie gestion sentimentale. Oui, la gestion sentimentale est juste. Exactement. La partie sentimentale, la partie relation entre personnages est juste, enfin entre la maman en tout cas et sa fille, c'est très juste. Par contre, effectivement, la résolution d'enquête est un petit peu pataude. Ça m'a pas, je dirais pas jusque là, mais oui, on est dans du classique, mais il joue aussi avec un certain cliché à ce niveau-là. Et puis toujours, on apprend l'histoire d'un lieu aussi, ce qui est important, oui, et qui est une sorte de fil rouge à chaque fois. On met en place une nouvelle pièce du puzzle. Thio ? Écoute, toujours une série que j'aime beaucoup, que j'apprécie autant pour le scénario que pour
le dessin, qui est toujours pour moi une grosse réussite. D'Aurélie Néré. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans ce tome-là, c'est l'approche, on va dire, le sujet qu'ils ont essayé de traiter, qui pour moi est, je trouve, très intéressant dans un livre qui est dans une littérature jeunesse. Ça m'a interpellé moi aussi. Moi, c'est vraiment ce côté-là. On peut vraiment pas en révéler plus. On peut pas en dire voilà. plus parce que sinon on spoil tout. On spoil tout, mais j'ai trouvé vraiment que c'était très, très finement mené, avec beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue, mais en même temps, c'était très joli, quoi. Et je trouve que là, surtout pour de la littérature jeunesse, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. C'est une série qui se poursuit avec toutes ses qualités et nous cherchons encore des défauts. Donc une collection dans la collection Métamorphose chez Soleil par Joris Chamblin au scénario et Aurélie Néré au dessin. Eh bien, nous arrivons au bout de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Voilà. Non, pas encore. N'hésitez pas à venir nous faire coucou dans les commentaires, à cliquer sur le petit bouton rouge dans la colonne de gauche du site, ou si vous êtes sur mobile, tout en bas, où il y a écrit Tip. C'est pour venir nous donner des sous. Alors voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez dire, on va vous donner 1 euro par émission, parce que ça nous fait plaisir ce que vous faites. Vous pouvez dire, on va leur donner 50 euros par émission. Et à chaque fois, en fonction du... Et là, c'est nous à qui ça fera très En plaisir. fonction de la somme que vous allez mettre, vous aurez droit à des petits cadeaux, des petits bonus qu'on essaiera de vous offrir au fur et à mesure. Ça nous permettra, nous, de vous proposer une meilleure expérience, de vous proposer des émissions de plus grande qualité, de plus grande indépendance. Et ça nous permettra aussi d'être mieux vus par nos épouses qui pleurent quand elles regardent les notes chez notre vendeur de BD. Rien du tout. Donc Voilà. je tiens encore à remercier donc Carotte et Tot qui sont nos deux premiers surtout, contributeurs. c'est que Carotte sera toujours notre premier. Ouais, sera la toujours première notre carotte, premier. quoi. Voilà. La première. La première carotte. Ok. Ça fait 3 jours que j'attendais pour la mettre, tu vois, celle-là. Ah, tu voulais mettre ta carotte? Je voulais la mettre et toi, tout de suite, tu m'as pris mon truc. Pardon. Excuse-moi. Non, mais voilà. Non, en mais tout tu cas- m'aurais prévenu à l'avance, je t'aurais laissé la carotte, quoi. Ouais, mais voilà, non, c'est pas grave, on peut la partager. On peut partager la carotte. En tout cas, merci Carotte d'être le premier à jamais dans le cœur, un petit peu comme la coupe à grandes oreilles, C'est ça. qui a été à jamais la première pour Marseille. Voilà. Une bonne soirée à vous, à bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao, merci Bye, bye. encore, Merci, et à très Carotte, bientôt. merci, Bye.